toutes et à tous. Je me présente, je suis Asma Salomon, architecte d'intérieur, designer, mais également journaliste. Et aujourd'hui, nous allons du coup discuter de design avec une team que j'affectionne tout particulièrement. Le design d'aujourd'hui n'est plus tout à fait le même qu'il y a 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Les outils évoluent, les rythmes changent, les parcours aussi. On apprend, on crée différemment et surtout, on transmet autrement. Et c'est autour de cette idée que le design est en mouvement qu'on a eu envie d'ouvrir ce moment. Ce talk s'intitule « Dessiner les contours d'un nouveau design » parce qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train de changer, qu'il y a quelque chose qui se redessine. Les rôles, les formats, les façons d'exister dans ce champ, tout évolue constamment. Ce qu'on vous propose ici, c'est un échange, un moment de partage pour discuter autour de ces trajectoires, mais également aussi autour des manières de faire. Un dialogue entre 3 générations, 3 approches du design qui ne s'opposent pas, mais qui parfois se répondent, se complètent ou se confrontent. Et c'est pour ça que je suis entourée de 3 invités, 3 parcours que je vais vous présenter très rapidement avant qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet. Je commence du coup par le bout de la scène, Franck Undegla, designer, scénographe et enseignant depuis plus de 20 ans. Franck a accompagné plusieurs générations de designers entre l'Europe et l'Afrique. Il porte un regard affûté sur l'évolution du métier et également des formats de transmission dans le design. Teddy, du collectif All House, designer et cofondateur du collectif, il développe avec ses associés une pratique du design ancrée dans le présent, que ce soit de la production de mobilier. Il multiplie les collaborations en France et à l'international. Et ses réflexions sur le statut même de designer dans l'industrie sont très intéressantes. Fatou Sylla, donc étudiante à l'école Camondo, petit clin d'œil, nous sommes formés dans la même maison, nous avons été formés dans la même maison. Fatou développe en parallèle de son travail à l'école un travail autour de la transmission à partir d'une édition indépendante avec sa collaboratrice Cincy. Elle crée un fanzine, mais également des ateliers participatifs et une réflexion sur le lien entre apprentissage et création. On va commencer par la première question. Selon vous, qu'est-ce qui a changé dans la manière de faire du design entre hier et aujourd'hui? Oui, bonjour à toutes et à tous. Étant donné que je suis l'aîné, je vais commencer. En fait, moi, ce qui me semble important dans l'évolution, c'est que je me rappelle quand j'étais étudiant en design, le design était encore complètement connecté à l'architecture. Donc, il était en quelque sorte lié essentiellement au cadre de vie, au cadre bâti. Alors que depuis, c'est vraiment affranchi et la discipline, en tout cas en France, s'est complètement affirmée et s'est diversifiée en termes de terrain, comment dire, d'application, d'investissement. Donc, je vois que le design, finalement, s'est complètement affirmé comme discipline, avec une certaine autonomie, et s'est éloigné du champ de l'architecture, alors qu'avant, il était plutôt soumis ou considéré comme comme une sous-partie du cadre bâti. Moi, je vais plus parler, bonjour à tous et à toutes déjà. Moi, je vais plutôt parler en termes de perçu. En vrai, le design, c'est vrai qu'avant, c'était quelque chose qui était perçu comme un peu inaccessible, avec du coup, en termes de prix, en termes de comment on pouvait avoir accès à un objet de design. Alors qu'aujourd'hui, ça s'est beaucoup plus démocratisé, via les réseaux sociaux notamment, avec voilà, des influenceurs, que ce soit aussi des gens dans la musique qui mettent en avant certains mobiliers, etc. Et du coup, le design aujourd'hui, c'est quelque chose on entend plus parler de design dans la bouche des gens par rapport à avant. Et c'est ce qui fait que nous, en tant que designers, les codes en gros qu'on doit déployer pour faire du design doivent aussi parler à tous. Je pense que, bonjour à tous, premièrement.
Donc, effectivement, je pense qu'une des choses qui a joué, c'est que le design est rentré aussi dans les codes populaires. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup aujourd'hui dans la vie un peu de tous. Et notamment, je pense qu'en termes de différence peut-être de transmission du design, moi je vais parler plutôt d'un point de vue scolaire, mais par exemple aujourd'hui, ce qu'on met beaucoup en avant dans l'école aussi, c'est de maîtriser la technique. On est un peu plus consciencieux de savoir comment on va réaliser un objet, par quels moyens, et vraiment de faire objet sans forcément penser à l'architecture, mais que l'objet peut lui-même en créer finalement une micro-architecture à son échelle. Et je pense qu'un des points aussi qui peut être assez important, donc moi je ne sais pas forcément comment ça se passait dans les années précédentes, mais aujourd'hui on a aussi beaucoup de moyens à disposition dans les écoles, d'ateliers, d'espaces où on peut créer, expérimenter, exactement les Fab Labs, ce genre d'initiative. Et je pense qu'aussi, on est face à une génération qui est très, très impliquée dans le faire. Et donc, ce sont des problématiques, je pense, qui nous touchent un petit peu et qui font qu'aujourd'hui, on aborde le design un peu plus aussi comme un élément un élément qui fait espace, en fait, à part entière. Ok, très bien, c'est très juste. Merci pour vos partages. Et justement, pour faire le lien, aujourd'hui, on apprend le design de 1000 façons, donc bien évidemment à l'école, sur le terrain, qui est la continuité, en créant, en testant. Et du coup, selon vous, quelles sont les nouvelles manières d'apprendre ou de transmettre? Et ça fait le pont avec ce que vous étiez en train de nous expliquer sur cette façon de diffuser également le design qui se transforme constamment, qui évolue, qui va de plus en plus vite. Et qu'est-ce que ça dit de la transformation de la discipline? Oui, tout à l'heure, je parlais de l'autonomisation du design du champ du cadre bâti. En fait, pour la transmission, je pense que la logique est la même, elle est directement liée. C'est que quand j'étais étudiant, on était dans une démarche verticale, c'est-à-dire qu'on concevait le projet et d'autres personnes le réalisaient. Donc il y avait une sorte de hiérarchie entre la conception et la réalisation, alors qu'aujourd'hui, en tout cas depuis les années 2000, et ça, je le sens vraiment en tant qu'enseignant, c'est que les étudiants sont de plus en plus impliqués dans le faire, dans la fabrication, et dans les démarches, il y a des allers-retours constants entre la conception et la fabrication. C'est-à-dire que le passage par l'expérimentation matérielle permet d'affiner le projet et finalement d'arriver à des types de propositions qui sont très différentes d'il y a 10, 15 ou 20 ans. Donc finalement, ça participe aussi de cette autonomisation du champ du design qui a aujourd'hui trouvé ses propres outils qui empruntent bien sûr aux disciplines de projet conventionnelles, mais aussi au champ de l'artisanat. Tu as ton micro. J'ai mon micro. Nous, en vrai, c'est plutôt par... moi, je parlais déjà d'un designer qui est architecte déjà de formation, Virgil Abloh, et qui a vraiment, en fait, il y a vraiment eu un basculement aussi. Il l'a fait aussi dans la mode, mais dans le design, il a aussi commencé à le faire à la fin de sa vie. C'est qu'il était vraiment transparent sur les procédés de création et sur les procédés de fabrication aussi. C'est-à-dire que lui, il montrait vraiment tout de façon transparente, les références qu'il déployait, la technique qu'il va employer, vraiment les coulisses en fait de création dont on n'avait pas accès forcément avec la génération précédente, on va dire, ouais, voilà, les secrets. Parce que lui, il était dans une démarche aussi de transmission finalement, et aussi de se dire de démystifier un peu aussi l'objet de design, c'est-à-dire qu'à la fin, un objet peut avoir un résultat assez fort tout en montrant en fait comment il a été fait. Il n'y a plus besoin d'avoir cette part de mystère qu'on avait peut-être avant aussi avec des objets, on ne savait pas trop comment ils étaient faits, etc. Et aujourd'hui, c'est une génération, et moi je mets dedans, et je pense que Fatou aussi est dedans, dans laquelle en gros on n'hésite pas à montrer ce qu'on fait, à teaser, vraiment de A à Z en fait les coulisses, les voilà, off. Exactement, ouais, c'est ça. Ok. Et par quels moyens communiquer justement Virgil Abloh dont tu parles? Lui, c'est beaucoup par les réseaux sociaux. En vrai, c'était beaucoup Instagram,
des stories en pagaille. Il avait des comptes aussi exprès où il mettait tous ses process de création, des comptes dédiés, quoi, que ce soit dans la mode, que ce soit dans l'objet, chez Louis Vuitton, etc. Et l'idée, voilà, c'est qu'on avait accès à tout ça et qu'en gros, ils nous laissaient ça en tant qu'archive, en tant qu'héritage, quoi, et c'est admirable. Il a peut-être ouvert la porte aussi, finalement, à cette génération sur ces nouveaux réseaux, ces nouvelles plateformes, pour montrer ce qui se passe derrière un objet, qu'est-ce qu'il y a derrière un résultat. Exactement, ouais. Ok. Pour ajouter un petit peu sur le sujet de Virgil Abloh, donc moi j'ai eu l'occasion de traiter un petit peu le sujet donc dans la dernière édition de notre fanzine, exactement. Et donc en fait, donc c'était un numéro qui était axé sur la transmission justement. Et ce qui est intéressant avec la démarche de Virgil Abloh, c'est qu'en fait, il a vraiment eu pour ambition de transmettre les références et les codes qui avaient bâti un petit peu sa culture et son travail, et de les rediffuser ensuite aux générations futures pour qu'elles puissent elles aussi bénéficier de ce savoir, de cette culture, et ensuite comment en fait, utiliser toute cette stratification de connaissances pour avoir les designers et les architectes de demain. Et donc l'une de ces stratégies pour effectuer cela, donc il y a montrer un petit peu tout ça sur les réseaux comme on a parlé Teddy, mais en termes d'objets, de réalisation, ce qu'il a fait, c'est de détourner en fait des classiques du design, donc par exemple des pièces de Jean Prouvé, et d'utiliser des couleurs phares, enfin des codes de la culture pop, du style vestimentaire d'aujourd'hui, pour les rendre plus accessibles aux jeunes, les interpeller, et en fait leur montrer qu'un objet qui peut avoir 50 ou 150 ans, on peut encore le retravailler au goût du jour. Okay. Et le faire résonner en fait avec nos problématiques et nos intérêts d'aujourd'hui. Le réinterpréter, ouvrir ce champ des possibles. Exactement. Et donc du coup, ça permet de faire circuler le design d'année en année. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé cette démarche qu'il a eue. Est-ce que tu veux en profiter pour nous parler un petit peu de ton fanzine, parce qu'on est en train de parler de transmission, d'apprentissage, et toute l'énergie derrière cette auto-édition, elle part quand même de cette envie de transmettre. Oui, c'est ça. Donc en fait, moi je suis étudiante à l'école Camondo, donc en art appliqué, et donc avec une amie qui est également étudiante à Camondo. On a donc notre culture qu'on apprend à l'école, qui est plutôt classiste, avec les références du design intemporel qu'on apprend dans n'importe quelle école. Et donc c'est un milieu qui est assez fermé. Et donc notre culture personnelle, qui est plus urbaine, qui se rapporte à notre vie de tous les jours et dont bénéficient nos amis, en fait, ils n'ont pas du tout accès à ces codes-là, à ces connaissances-là. Et donc on a remarqué qu'on faisait tout le temps un travail de pont, d'échange, pour expliquer les références de l'un à l'autre. Et donc, en fait, on s'est dit que ce serait intéressant de montrer que, en fait, ce sont des milieux qui sont très connectés, d'autant plus aujourd'hui, mais même auparavant, et qu'en fait, le design, c'est quelque chose qu'on retrouve partout, qui est un petit peu dans toutes les strates de notre vie, et donc de réaliser un petit format, un objet éditorial qui nous permettrait de transmettre un petit peu des deux cultures, des deux univers, et donc de montrer que le design, ça peut aussi se lier au rap, à l'art contemporain, à la mode, et donc d'intéresser un petit peu tout le monde. Donc c'est pour ça que c'est un format qui est assez concis, mais ça permet d'aller juste là où il faut et de capter l'intérêt en fait du lecteur. Donc voilà, c'est un format qu'on travaille donc en binôme, mais après on s'amuse aussi de par notre culture du design, en faire plus qu'un simple objet papier, et vraiment un objet qui peut se déployer dans l'espace. On teste un petit peu. C'est un peu un moyen pour nous de retravailler ce qu'on fait à l'école, et puis aussi d'explorer plus loin et de s'amuser un petit peu avec les formats. Très belle initiative. Eh bien, j'aurais envie qu'on parle un peu des outils, des gestes et de la temporalité, parce qu'eux aussi changent et qu'on peut vite les formaliser de manière à produire différemment.
Et la question que j'avais envie de vous poser, c'est comment ces évolutions techniques ou technologiques influencent-elles votre manière de concevoir? Ça revient à ce que tu disais tout à l'heure, Franck. Est-ce qu'on fait mieux? Est-ce qu'on fait moins bien? Ou est-ce qu'on fait simplement autrement? Parce que de par ces process, aujourd'hui, moi je reprends, lorsque j'étais étudiante, la maquette, c'est ce dont on a échangé, ce sur quoi on a échangé. On n'avait pas les mêmes outils pour faire maquette. Et à la fin de mes études, sont arrivées ces imprimantes 3D qui permettaient tout de suite d'aller beaucoup plus loin dans un process, beaucoup plus rapidement, de tester des choses. En tout cas, en une nuit, quand une imprimante peut imprimer une table sur un format 1/10, on peut tout de suite se rendre compte des contraintes, des choses qui fonctionnent, des choses qui fonctionnent moins bien. Et du coup, sur un projet donné, aller un peu plus loin. Est-ce que et c'est la question que je vous pose tout de suite. Oui, en fait, quand j'ai commencé à travailler, on utilisait encore le calque. Et quand on devait faire une modification de dessin, on faisait un contre-calque. On reproduisait le calque, on effaçait la partie avec une lame et on redessinait dessus. Donc, heureusement, ce temps a passé parce que c'était extrêmement fastidieux. Et dans les années, enfin, j'ai commencé à travailler dans les années 90. Et à ce moment-là, l'informatisation se généralisait. Donc très rapidement, on a utilisé on travaillait sur Mac à l'époque. C'était les ordinateurs les plus puissants et les plus adaptés on va dire, au domaine des arts appliqués, des arts graphiques, de l'architecture. Et aujourd'hui, quand je vois la façon dont mes étudiants travaillent, ils utilisent des ordinateurs, mais ils utilisent beaucoup le smartphone. Ils passent beaucoup de temps aussi en atelier, en céramique, en bois, en sérigraphie. En tout cas, ils manipulent des matériaux. Et finalement, je trouve que l'éventail d'outils s'est considérablement étendu. Et à mon avis, ça permet aussi de répondre à des questions économiques. C'est que quand je commençais à travailler, en général, les honoraires étaient plus élevés et le rapport au temps était complètement différent. C'est-à-dire qu'on passait plus de temps à produire, enfin à concevoir un projet, alors qu'aujourd'hui, les temps se sont considérablement raccourcis. Et finalement, le fait de mixer différents outils permet aussi d'aller plus vite. Quand on veut représenter un objet, un espace, plutôt que de le dessiner entièrement, on peut faire facilement des collages, on peut assembler aussi de la matière existante, ce qui permet d'exprimer le projet. Et finalement, je trouve que moi, je vois ça d'une façon très positive. Et ce qui est assez étonnant, intéressant, c'est que parfois, quand on voit des rendus de projets d'aujourd'hui, réalisés avec les outils numériques, parfois, certains ressemblent à ce qu'on produisait il y a un siècle, dans les années 1920, où le collage était très utilisé. Un retour à d'autres médiums, finalement. Oui, un retour à une certaine esthétique aussi, okay. de collage, plutôt que d'avoir des images très lissées, comme on en voit avec l'IA. Parfois, certains concepteurs, notamment en architecture d'intérieur ou en design d'espace, reviennent à un certain archaïsme de l'image, volontairement, qui permet finalement de bien caractériser les éléments du projet. Et ça, je trouve ça assez intéressant, que finalement, c'est un peu comme dans la musique. Aujourd'hui, les plus jeunes ont accès à tout un fond musical de façon extrêmement aisée. Je pense que par rapport à la culture visuelle et à la culture du projet, à la culture du design, c'est la même chose. Les références sont beaucoup plus accessibles. Ça permet également de singulariser finalement un monde qui s'unifie beaucoup, notamment par l'IA, qui permet de générer des images très rapidement. Et c'est vrai que le temps passé sur un projet, quand on le colle à la main, on utilise différents matériaux, ou qu'on même juste reprend des techniques au rotring, permet de singulariser des projets. Donc c'est vrai que c'est des partis pris qui existent, qui persistent, et bien heureusement. Voilà, et juste pour terminer, la question du temps aussi est réinvestie différemment, c'est-à-dire que des étudiants qui passeraient un temps, on va dire, plus court grâce aux outils numériques pour concevoir le projet, finalement, parfois aiment prendre du temps en atelier pour retrouver une certaine, ou découvrir une certaine temporalité de la transformation du matériau, parce que le matériau a finalement des contraintes
qui sont parfois incontournables. Et finalement, on sent aussi qu'il y a un retour, enfin une volonté de s'inscrire dans une, comment dire, d'écouter finalement les contraintes qui sont en dehors du projet, en tout cas, en dehors du projet au sens conventionnel. Et puis c'est intéressant parce que ça vient poser la question de la complémentarité, c'est-à-dire qu'un outil ne vient pas forcément en effacer un autre, ou bien au contraire, il y a cette possibilité de se dire je peux produire plus rapidement, ce gain de temps va me permettre du coup de poser un temps plus important sur le matériau, ses contraintes, ses possibilités. Et ces outils ne viennent du coup pas s'entrechoquer, mais peuvent s'additionner. Juste pour donner un exemple, j'ai un certain nombre d'étudiantes et d'étudiants qui travaillent la céramique. Parfois, quand quand le four n'est pas disponible, il faut attendre une semaine pour faire la cuisson. Et je trouve ça très bien, finalement, que ces contraintes extrêmement, ce pragmatisme de la transformation, finalement, entre dans le projet. C'est juste. Moi, je voulais revenir aussi sur les questions de temporalité, comme disait Franck. En vrai, nous, je pense qu'on est une génération qui doit aller beaucoup plus vite par rapport à la productivité que ce monde-là nous impose et tout. Et du coup, par rapport à ça, on a aussi, on est un peu plus décomplexé, je pense, par rapport à la production d'objets. Moi, je prends l'exemple de notre studio, All House. En vrai, nous, on a commencé le studio en faisant une chaise en plus qui n'était pas si simple parce qu'elle était pliable, etc. La chaise Curry Mango. Et en gros, voilà, dans l'idée, nous, on l'a fait en vrai, on l'a sorti en un mois, entre guillemets. Après, elle n'est pas, on va dire, il n'y a pas de développement, etc. Mais c'est vrai qu'en gros, on est plus en fait dans un truc rapide, plus efficace, on va dire aussi, parce qu'on est 4. Mais on a moins ce complexe, en tout cas, de faire des choses en 2-3 ans, comme on nous l'a expliqué à l'école. Parce que même si à l'ENSI, on avait des ateliers où on était capable de comprendre en combien de temps on pouvait développer des choses, en fait, quand on sort de l'école, on est tellement dans un truc où il faut exister aussi et voilà, produire. Qu'en gros, je pense que nous, cette génération-là, il y en a plein d'autres comme nous qui montent en même temps. On est dans cette dynamique où voilà, il faut qu'on produise. Et du coup, on passe par des circuits qui sont différents. On ne passe pas forcément par l'industrie. On passe par l'industrie des fois, mais ça va être à l'échelle du prototype qu'on va vite sortir et qu'on va essayer de faire exister. Alors qu'avant, on était plus dans un truc où, je pense, comme disait Franck, ça prenait beaucoup plus de temps. On avait aussi beaucoup plus de temps pour faire les choses. Alors qu'aujourd'hui, avec la vitesse des réseaux, etc., on est dans quelque chose où on va beaucoup plus vite. Et forcément, on enchaîne plus de projets. Il y a beaucoup d'échecs, entre guillemets, il y a beaucoup de choses ratées, mais c'est ce qui fait aussi la force, parce que du coup, on apprend de ça, et les objets qui suivent, en fait, en sortent plus perfectionnés, quoi. Oui, et puis c'est pas parce que vous sortez plus vite que vous sortez moins bien. C'est ce qui est important. La réalité de ce qu'on nous apprend à l'école n'est pas la même que la réalité du métier. Et donc forcément, les demandes, il y a aussi des demandes qui arrivent, qui se posent, et auxquelles il faut répondre. Et c'est ce qui fait que... Bon, après, vous êtes 4. Il y a 4 cerveaux sur la table, donc ça, c'est quand même pas mal. Mais j'insiste sur l'idée de produire vite ne veut pas produire moins bien. C'est pour moi une industrie à mettre en place, une réflexion à poser. Et de s'aider de ces outils qui nous permettent d'aller aussi vite, parce que utilisés à bon escient, ces outils nous permettent d'aller vite. Et après, c'est à nous de faire le tri, parce que c'est des outils qui vont continuer d'évoluer, avec lesquels, de mon point de vue personnel, il est important de prendre le pas pour travailler avec et non pas travailler contre, parce que c'est comme si, il y a 30 ans, quand les ordinateurs sont arrivés, Franck, tu étais resté à te dire « moi, je vais travailler avec mon calque ». Non, ça ne m'intéresse pas. C'est un non-sens. Oui, je pense qu'on est sur des temporalités qui sont différentes. Et un peu pour faire écho à ce que Tidy disait plus tôt sur le fait de beaucoup plus montrer aussi sur les réseaux sociaux, le fait de produire davantage et de produire plus vite, ça peut effectivement, on pourrait se dire qu'on passe un peu moins de temps à faire mûrir l'idée, mais
je pense qu'il faut aussi aborder du coup les choses différemment et se dire que là, le processus en fait de maturation d'un projet, il se fait plutôt en faisant plutôt état de ce qui a été produit et en avançant justement, en se confrontant à l'objet en fait qui a été donné, plutôt que de laisser mûrir la réflexion dans un coin. Ce qu'on pourrait aussi faire en sortant d'autres choses, mais je pense que la possibilité du coup de partager le processus de réflexion et en fait les tentatives de création d'un objet sont tout aussi intéressantes. Et c'est ça, je pense aussi, qui fait qu'aujourd'hui, le design est beaucoup plus démocratisé parce qu'on voit que c'est quelque chose d'accessible, que ça nécessite du temps, des essais, il y a potentiellement des ratés, ou en tout cas, on peut perfectionner un objet, mais c'est un processus en fait, qui se fait sur le long terme. D'accord, et puis on comprend mieux les process parce qu'on voit les coulisses de plus en plus, qu'on comprend que derrière une chaise, ce n'est pas juste un prix. Il y a tout un process, il y a tout un savoir-faire, il y a du temps de travail, du temps de réflexion, des échecs, donc de la matière première qu'il faut prendre, reprendre. Et je trouve que c'est une vraie plus-value, finalement, ces coulisses qui se dévoilent de plus en plus. Et cette capacité à montrer que derrière une chaise, je prends toujours l'objet d'une chaise, que je trouve que ça fonctionne bien, il y a X heures de travail, X cerveaux qui ont travaillé, X matières premières, tant de temps d'électricité, parce que c'est ces choses-là qu'on dit, qu'on ne disait pas avant, où on avait juste un objet posé. Et je trouve que c'est plus juste et ça permet d'être beaucoup plus lisible et compréhensible pour le client, in fine. Voilà. Alors, j'avais une autre question, et donc ça fait le pont, parce que je voulais vous parler des modèles de production. Et du coup, de ces nouvelles postures, aujourd'hui, on ne se contente plus de dessiner un objet, on choisit comment on le produit, à quel rythme, pour qui et sous quelle forme. Est-ce que vous avez l'impression que le métier de designer implique aujourd'hui de penser aussi des modèles, des postures, des formats plus larges que l'objet lui-même? Je crois que Teddy a des choses à dire. Je vais répondre. En vrai, ouais, c'est toute la réflexion qu'on a, nous, depuis le début et surtout... après la 5 années d'activité, où au final, on a des circuits qui sont assez définis, assez bien définis dans le monde du design et de la distribution, etc. Donc les maisons d'édition, les grandes marques, les Ikea, etc. Et nous, c'est vrai que comme on a eu cette volonté tout de suite de produire et de fabriquer par nous-mêmes, on s'est demandé dans quoi on se plaçait dans tout ça. Et c'est vrai que en tant que studio de design, il y a toujours cette première tentative d'aller voir les maisons d'édition, d'essayer de voir s'il y a moyen de collaborer, puisque c'est quand même difficile d'assumer une production et une distribution. Mais après, effectivement, nous, comme on a très vite, assumé une identité, etc., les gens en fait, nous ont perçus comme une marque assez vite. Mais en fait, une marque derrière une marque, effectivement, il n'y a pas que du design. Au contraire, il y a 1% de design et après le reste, voilà, c'est beaucoup de réflexion, de comment on va fabriquer les choses, de comment on va les développer, etc. Et du coup, nous, en fait, au début, on s'est là, à l'image de la chaise que vous voyez à l'écran, la DKR, on était dans une logique plutôt artisanale au début, donc c'est-à-dire, en gros, on dessinait. Et ensuite, on allait voir, là en l'occurrence au Sénégal, à Dakar, comme le projet faisait sens par rapport à du coup, cette inspiration qui est la chaise à palabres, d'où découle cette chaise-là. L'idée, c'est qu'on est parti fabriquer le premier prototype là-bas. Et ensuite, vu qu'en fait, on voulait la rendre accessible, entre guillemets, la chaise, et la faire dépasser du cadre artisanal qui est du coup cher, etc., on est venu du coup la faire fabriquer en France. Donc il y a eu des contraintes de forme aussi. Là, celle à gauche, c'est des demi-tubes en gros coupés en deux. Et à droite, c'est du pliage, donc c'est des procédés industriels différents. Et l'idée, voilà, c'est qu'on a vu en fait en France que si on en produisait une par une, ça coûtait très cher. 10 par 10, ça coûtait moins cher, etc., etc. Et en fait, de déployer, d'avoir cette réflexion en tant que designer et pas en tant que fabricant, que marque, etc. Nous, en gros, depuis 2022, là qu'on a sorti cette chaise, ça nous a fait penser à quel modèle, vers où on se situait. On se situe ni en fait, pour l'instant dans un Ikea qui est à grande échelle, ni à une maison d'édition qui est plutôt à moyenne échelle, mais dans une échelle qui est un peu en dessous,
mais qu'avec nos moyens, en gros, on essaye de proposer en tout cas nos produits. Mais en fait, il y a toujours cette question-là du prix et de l'accessibilité. Quand on produit 10 chaises, en gros, on ne peut pas vendre la chaise à moindre coût. Donc en fait, on est vraiment dans des allers-retours en ce moment entre proposer des objets qui sont faits pièce par pièce, mais qui coûtent plus cher, ou essayer d'aller dans de la moyenne série et de faire en sorte que les objets se réduisent en coût. Après, il y a une autre stratégie qu'on est en train de développer en ce moment, qui est de faire des objets qui sont plus simples à produire, parce que ça, c'est quand même beaucoup de pliage, etc. Et d'essayer de vraiment, en fait, là, du coup, dans le dessin, d'être dans des choses qui sont beaucoup plus efficaces, qui restent dans une identité qui est assez forte comme cette chaise, mais d'être dans des objets qui sont plus accessibles de par leur forme. C'est un peu ça. Parce qu'au final, nous, là, en ce moment, on ne peut pas prétendre à une échelle industrielle encore, mais on peut prétendre à fabriquer des objets, en tout cas, qui sont pensés de façon intelligente, et de faire en sorte qu'avec, du coup, nos partenaires industriels, même si on les produit par 10 par exemple, elles restent accessibles. Et est-ce que ça vient également d'une envie de correspondre à plusieurs niveaux de gamme? Parce que aujourd'hui, c'est aussi ça, de se dire qu'on n'a pas envie de s'enfermer dans un seul et même chemin, une seule et même clientèle, et d'avoir envie de se retrouver autant dans une galerie que dans le salon de Fatou, dans le mien, etc. La question, on se l'est beaucoup posée, et c'est vrai que nous, de par les premiers prix qu'on avait, c'était tout de suite un design qui était plutôt de galerie. Mais nous, notre envie, c'est vraiment de se dire que les objets, en fait, s'ils sont à moindre coût, tout le monde peut se les offrir, et il y a pas, c'est pas forcément différentes gammes, mais ça va être tout de suite par le prix, tout le monde peut s'offrir l'objet. Là, je montre volontairement la collaboration avec Jean-Charles de Castelbajac, parce que là, en l'occurrence, on est sur un design de galerie, ce sont des pièces en édition limitée. Mais c'est ce que je trouve intéressant, c'est de se dire que d'avoir la franchise, de se dire, moi, j'ai pas envie de m'enfermer dans un seul et même lieu. Je les aime pourtant, je les respecte, j'en ai besoin, et je continuerai de travailler avec eux. Mais pour autant, j'aurais envie aussi de me retrouver sur d'autres circuits de distribution, et on travaille pour. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure. Je ne sais pas ce que tu en penses, Teddy, mais ces nouveaux outils permettent aussi d'avoir cette richesse et de ne pas être sur un seul et même circuit. Ouais, c'est clair que d'avoir en gros accès à tout ce qui est modélisation 3D, d'être assez rapide dans tout ça, ça fait que on peut enclencher des collaborations, là, par exemple avec Jean-Charles de Castelbajac, où il suffit qu'il dessine et que nous, on reproduise le dessin en 3D, etc. Ça va très vite, et finalement, voilà, avec la position qu'a cet artiste-là, nous, on a choisi effectivement d'être dans une édition limitée, du coup, avec un coût qui est plus important. Mais comme tu disais, effectivement, nous, ce qu'on aime bien aussi, c'est cette agilité qu'on a surtout eu au début, et qu'effectivement, ouais, dans le développement, qu'on assume, et surtout, en fait, on s'en sert aussi pour nous, en fait, se définir, parce que finalement, quand on fait des chaises comme ça, on a cette expérience-là de à qui partent ces chaises, comment elles vont être utilisées, etc. Et nous, en fait, on a après le choix de se dire est-ce que ça nous plaît, est-ce que ça ne nous plaît pas, est-ce qu'on a envie de continuer dans ça ou pas. Super, je te remercie. Oui, moi, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que le designer, on va dire, s'inscrit dans plein de lieux différents. Donc, il peut faire des objets en pièces uniques, des objets en série, en petite ou moyenne série ou en grande série. Il peut faire des installations dans des musées. Donc, ce ne sont pas des pièces uniques, mais ce sont plutôt des sortes de propositions spatiales, conceptuelles. Il peut faire aussi de la direction artistique, c'est-à-dire qu'il va plutôt travailler sur, on va dire, un langage visuel, sans forcément tout dessiner. Donc, il y a quand même un éventail de situations offertes au designer, ou du moins que le designer a investi finalement, qui font qu'aujourd'hui, c'est un métier qui est extrêmement, on va dire, diversifié. Et c'est aussi pour ça qu'il y a ce besoin d'avoir des outils à disposition.
pour pouvoir, je prends l'exemple, tu parlais de direction artistique, je rebondis pour parler du design district que vous avez du coup que vous avez dessiné et conçu avec ta team. Il y a plein d'outils, d'ailleurs plein d'échos, plein de clins d'œil. Et c'est ce qui vous permet d'être à la fois directeur artistique et à la fois de présenter une partie de votre collection sur un stand. Et ça donne de la richesse parce qu'on comprend jusqu'où, quelles sont les limites. Est-ce que finalement il y a des limites dans la créativité du designer sur le champ des possibles? Peut-être pas. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de limite dans le sens où à partir du moment où on a effectivement un socle, on va dire, on va appeler ça comme ça, un socle de références, d'influence, etc., finalement, on peut les déployer dans un peu tous les champs. Et comme disait Franck, ouais, en gros, un designer aujourd'hui, on a de la chance de pouvoir aller dans le volume, aller aussi dans... en fait, on est une société d'images aujourd'hui, donc nous, quand on travaille aussi, il y a beaucoup d'images qui circulent. Donc forcément, quand on associe différentes images entre elles, ça fait émerger plusieurs formes, et ça peut être graphique, ça peut être volumique, etc. Et c'est vrai que naviguer dans tout ça, c'est ce qui fait aussi notre force. Et en quelque sorte, ouais, au Laos aussi, c'est par la force, par la direction artistique aussi qu'on a réussi à effectivement affirmer du coup ce nom et cette identité. Et donc, le talk touche bientôt à sa fin. J'avais quand même encore une dernière question. Est-ce qu'en écoutant les autres intervenants, est-ce qu'il y a des points qui résonnent particulièrement avec votre propre parcours et est-ce que vous avez reconnu des enjeux communs ou au contraire des écarts dans votre façon de concevoir les choses? Mais je ne crois pas. Je pose la question, mais je ne crois pas. Je prends de l'avance. Moi, je vais commencer en vrai. Déjà, je vais commencer par Franck parce que nous, en vrai, on se pose beaucoup la question aujourd'hui. Effectivement, comme Franck disait, l'architecture et le design, c'était deux disciplines qui étaient très liées. Aujourd'hui, ça s'est différencié. Mais nous, on trouve ça un peu dommage parce qu'en soi, on pense que l'architecture et le design, c'est des disciplines qui sont très très proches et qui, l'une sans l'autre, l'une n'existerait pas sans l'autre, on va dire comme ça. L'une nourrit l'autre. Ouais, voilà, exactement. On est ensemble. Et voilà, là, l'image, par exemple, de ce canapé, qu'on a pensé comme un espace au final, c'est ni un objet, ni une architecture, c'est vraiment... nous, on l'a défini comme un sofa space parce que, en vrai, c'est quelque chose dans lequel on peut avoir des interactions, plusieurs personnes peuvent s'installer, etc. Et c'est vrai que nous, dans le studio, il y a beaucoup cette histoire de comment en fait, l'architecture peut devenir design et comment le design peut devenir architecture. Pour nous, c'est des choses qui sont très liées et qui sont perméables. Et c'est important aussi de le dire parce que, comme j'ai dit, en fait, l'une sans l'autre n'existerait pas. Donc voilà. Et puis après, avec Fatou, c'est plus dans comment elle manipule les références. Je dirais que c'est assez proche de nous aussi ce qu'on aime faire, c'est-à-dire d'être vraiment dans des choses où on utilise nos influences qu'on a appris à l'école. Vraiment, en fait, utiliser des codes qui paraissent éloignés, mais qui au final sont très liés. Complètement. Et aujourd'hui, on le voit de plus en plus avec presque tous les créateurs utilisent des références qui sont très populaires et qui peuvent être à la fois très pointues, entre guillemets, de ce qu'on apprend à l'école. Super. Oui, effectivement, je pense que moi, de par ma culture de l'école, donc Asma, tu dois être un peu au courant, mais c'est une école dans laquelle on apprend à la fois l'architecture d'intérieur, donc l'espace, et le design. C'est un double master, oui. Voilà. On obtient un double master. Donc en fait, c'est vraiment des études dans lesquelles on apprend que ce sont des disciplines qui sont liées et qu'on va traiter simultanément. Donc moi, c'est pas quelque chose que je visualise comme dissocié, même si c'est vrai qu'aujourd'hui, donc les deux métiers se sont un petit peu distingués l'un de l'autre. Mais je trouve que dans la façon de les travailler aujourd'hui, en tout cas, on fait face à une nouvelle génération, également aussi les générations supérieures. Mais en tout cas, on est vraiment dans une dynamique où on va travailler l'espace, l'objet et même du graphisme. On est vraiment dans quelque chose de pluridisciplinaire. Et c'est ce que je trouve le plus intéressant parce que ce sont des disciplines qui se nourrissent les unes les autres et qui ont toujours été liées. Donc les métiers se sont un petit peu séparés, mais dans la pratique, tout le monde enfile un peu une casquette
qui touche à tout. Moi, je trouve ça très intéressant pour la façon dont on va ensuite aussi réfléchir à la transmission et l'apprentissage de ces disciplines-là. Donc, est-ce qu'on va rester sur des choses qui restent très séparées les unes des autres, ou est-ce qu'on va davantage mélanger ces éléments-là? Parce que, par exemple, un truc tout simple, mais la communication des projets ou comment les représenter, ce sont des choses qu'on ne travaille pas spécialement à l'école, mais qui pourraient être faites vraiment d'un point de vue hyper créatif et intéressant, parce que de manière générale, les étudiants vont, s'ils ont la possibilité de le faire, aller vers des moyens de s'exprimer qui leur sont plus personnels que les rendus 3D classiques. Donc voilà. C'est peut-être un petit peu moins commercial, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui parle le plus aux gens. Et ensuite, dans la transmission, effectivement, moi, je pense que c'est très important de démocratiser ces pratiques-là. Et ça passe, je pense, sans équivoque par le jeu en fait, de détournement, de se réapproprier des codes qui partent d'un milieu ou d'un autre et de réussir à les associer pour créer un design nouveau. Je pense que ça permet aussi de pallier aux problèmes. En tout cas, c'est une question que beaucoup de personnes se posent, je pense, quand elles se lancent dans la création. C'est qu'on a l'impression que tout a déjà été fait et on se demande qu'est-ce qu'on pourrait ajouter de plus après des siècles de réalisation. Et en fait, c'est tout simplement, je pense, en jouant un petit peu, en s'amusant à retravailler les éléments entre eux. Alors, il y avait un point sur le design. C'est qu'effectivement, moi, je pense que les codes de culture populaire, ils sont fondamentaux parce qu'aujourd'hui, je considère qu'il y a une petite partie de la population qui est un petit peu exclue parce qu'elle n'a pas forcément connaissance de ces pratiques-là. Et moi, par exemple, si je me calque sur mon expérience, ce sont l'architecture et le design, ce sont des choses que j'ai envisagées comme perspective d'avenir très tard. Et je ne m'y suis pas du tout intéressée plus tôt parce que tout simplement, je n'avais pas connaissance de la multitude de connaissances qu'il y avait autour de ces éléments-là. Et aujourd'hui, d'aller à la rencontre d'un petit peu tout le monde et de montrer que c'est quelque chose qui est finalement, qui peut être accessible et qui peut résonner à tous, je pense que c'est une pratique à faire et qu'on doit, je pense, prendre en considération quand on crée aujourd'hui. Je te remercie. Oui, je voulais juste ajouter une chose. Moi, je trouve que c'est très intéressant ce que tu fais, le fait de faire de l'édition aussi, puisque faire de l'édition, la transmission, c'est aussi faire du design. C'est du design éditorial, mais qui joue aussi sur de la conception. Pas parce que tu vas concevoir, mais aussi parce que ça va permettre à d'autres personnes de concevoir. Donc ça permet aussi une diffusion de la culture du design. Et une discipline, si elle ne diffuse pas sa culture, elle meurt. Donc Exactement. je pense que c'est très important. Et puis, je me rappelle une expérience avec Teddy et Old House, il y a quelques années, par exemple, où on avait travaillé sur un projet avec des étudiants à Bordeaux d'un spectacle. Donc c'est un spectacle où les étudiants travaillaient sur la dramaturgie, sur les objets, sur l'espace. Et le fait que Teddy et Old House aient travaillé dessus, en tant que designer, ça a permis de montrer aussi aux étudiants qu'un designer pouvait aller dans plein de champs différents avec ses propres outils de designer. En plus, comme Teddy est aussi danseur, ça a permis aussi de transmettre d'autres choses, mais je trouve ça vraiment intéressant que les designers aujourd'hui puissent, aller dans des champs extrêmement divers, mais en gardant une certaine cohérence dans leur posture, dans leur attitude. Voilà. L'un n'empêche pas l'autre. Exactement. Au contraire, c'est ce qui ancre une certaine singularité et qui fait que, là je prends l'exemple de Teddy et du collectif All House parce que je les apprécie tout particulièrement, ils le savent bien, mais c'est ce qui donne aussi cette particularité dans les codes. Je reprends la toute première chaise que vous avez créée, c'est une chaise qui reprend des codes qui sont les vôtres et qui parle à un autre public finalement que celui qui habituellement écoute le design, et c'est ce qui donnait pour moi la force à cet objet. Donc cette singularité, ça revient à ce que tu disais aussi tout à l'heure, Fatou, elle fait ce qu'on crée. Et c'est vrai que
puisque dans le monde du design, de l'architecture et la culture populaire, au départ, c'est pas quelque chose qu'on s'appropriait de manière naturelle parce qu'on avait l'impression qu'elle n'avait pas sa place. Or, elle a totalement sa place comme n'importe quelle autre culture. Et du coup, pour moi, c'est même un non-sujet. Il n'y a pas d'intérêt de se développer autour. C'est qu'elle est là. C'est ma singularité à partir du moment où elle me permet de créer. Elle doit exister. Tout comme quelqu'un créerait avec... qui vient... moi, j'avais beaucoup d'étudiantes qui venaient de pays d'Asie. Elle a ramené des savoir-faire en particulier, des techniques, des scénarios d'usage qu'on ne connaissait pas, et ça venait transformer tout de suite une table, une pièce, un espace. Et du coup, transmettre cette idée que le design, avant tout, c'est créer avec ce qu'on est, pour moi, c'est fondamental, et c'est ce que je trouve très intéressant, Fatou, j'insiste, je te rejoins, Franck, parce que ce fanzine, il permet de comprendre au travers de ces workshops également que tu organisais, que n'importe qui peut venir créer sa propre petite édition pour venir parler de ce qu'il aime, et ça peut créer un objet qui devient du design à part entière. Voilà. Je crois que le Time's Up est arrivé. En tout cas, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cet échange vous a plu. Merci.